Bonjour à tous, et oui, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour sur ma chaîne. L'année 2015 est pour moi l'année du changement, de l'évolution, c'est un tournant dans ma vie je pense, parce que comme certains ont peut-être déjà pu le voir sur Instagram, j'ai subi une intervention le 4 février dernier, donc il y a à peu près 6 jours, et même 6 jours tout pile aujourd'hui. Et c'était une intervention en fait qui consistait à enlever 2 tiers de l'estomac et qui s'appelle la sleeve gastrectomie. Donc pour vous en dire un peu plus sur ça, donc depuis toujours, depuis que je suis née en fait, j'ai toujours été une enfant bien portante. Et à l'âge de 4 ans, on a dit à ma mère, votre fille est trop costaud et trop grosse, il faut dire un chat, il faut appeler un chat un chat, il faut la mettre au régime. Donc j'ai commencé les régimes à l'âge de 4 ans. Et de là, ça a été beaucoup d'années de privation, beaucoup d'années de frustration et d'horreur pour moi en fait. Et à l'âge de 18 ans, quand j'ai quitté le nid familial, je me suis installée avec mon homme. Je me suis complètement lâchée, je me suis complètement vengée sur tout ce que j'avais pas eu avant. Donc la nourriture, et donc j'ai pris 40 kilos. Voilà. Donc depuis mes 18 ans, j'ai tenté de reperdre ce poids bien sûr, j'ai fait des régimes, j'ai fait plein de régimes, j'ai tout essayé, je perds bien, j'arrive bien à perdre, mais malheureusement je reprends toujours mon poids perdu, voire même le double. Donc arrivé à un stade, je me suis dit maintenant ça commence à me gâcher la vie ces kilos en trop, il faut que j'agisse. Et ça faisait un moment que j'y pensais, et puis j'ai passé le cap en fait d'aller voir le chirurgien et de poser mes questions par rapport à l'intervention et par rapport à une éventuelle opération pour moi, savoir comment ça allait se passer, savoir comment, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler en fait du parcours préopératoire, donc tout ce que vous avez à faire avant l'intervention pour pouvoir prétendre à une opération, parce qu'on ne peut pas se faire opérer comme ça en claquant des doigts. C'est une procédure qui est assez longue, qui est assez fastidieuse. Donc voilà, je voulais vous expliquer d'abord dans un premier temps ce que j'ai fait avant l'opération, et je finirai ma vidéo en vous expliquant l'opération en elle-même, comment elle s'est passée, comment je l'ai vécue et quels sont mes premiers résultats. Voilà. À savoir qu'il y aura maintenant sur ma chaîne une série de vidéos comme celle-ci qui traitera donc de la sleeve, et d'ailleurs si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Excusez-moi si j'ai l'air un peu fatiguée ou à deux de tension, c'est parce que je suis en convalescence encore. Je suis qu'à J6 de l'opération, donc je suis assez fatiguée. Donc par avance déjà je m'excuse. Donc je suis allée voir le chirurgien fin octobre pour lui parler donc de ma situation, pour lui parler de mes échecs par rapport au régime, et il m'a parlé de 3 possibilités. La première était l'anneau, sachant qu'eux ils ne le faisaient plus parce que les résultats sont pas très bons sur la perte de poids. Les gens ont souvent un estomac qui s'abîme à cause de l'anneau. La matière de l'anneau n'est pas très bien encore connue, donc on ne sait pas trop si c'est pas facteur de maladie après associée, donc il était complètement contre, il m'en a quand même parlé. Il m'a parlé ensuite de la sleeve en second temps, donc qui consiste à retirer 2 tiers de l'estomac. Et il m'a parlé du bypass qui lui est en fait un abouchement du côlon directement au niveau du haut de l'estomac. En fait on court-circuite l'estomac pour que une fois qu'on avale la nourriture, ça descende directement dans le côlon et qu'il n'y ait plus d'absorption. Voilà. Sachant que je n'ai pas encore d'enfant et que je souhaite en avoir, il m'a conseillé fortement de faire une sleeve parce que je garde quand même une absorption au niveau de l'estomac, ce qui veut dire que je garde quand même une absorption de vitamines, de nutriments, de tout ce qui est bon pour le bon développement d'un enfant. Donc on est parti sur ça, et il m'a bien dit que pour le bypass il fallait prendre des cachets à vie, ce qui n'est pas le cas de la sleeve. Donc je trouvais ça moins contraignant, et puis j'avais pas non plus d'après ce qu'il m'a dit, le bypass ils le font chez des gens qui ont vraiment beaucoup de poids à perdre, beaucoup plus que moi, donc c'est déjà énorme, mais encore plus quoi. Donc on est parti sur une sleeve. Donc une fois que vous avez pris la décision, comme on lance la machine, il vous donne en fait, votre chirurgien, une liste de gens à aller voir, de médecins à aller voir
des médecins et même des paramédicaux en fait pour le suivi de l'avant-opération. Donc il faut d'abord aller voir un pneumologue. Le pneumologue il va vous faire des gaz du sang, donc il va vous prélever un petit peu de sang pour voir comment votre corps est oxygéné, pour voir si vous n'avez pas de problème respiratoire. Il va vous faire un test à l'effort, enfin un test d'effort, une exploration en fait des fonctions respiratoires dans une cabine fermée. Vous allez devoir respirer dans un tube et là il calcule en fait comment vous respirez, quelle est votre capacité respiratoire et voilà. Ça va jouer beaucoup plus pour l'anesthésie en fait, ça, pour l'intubation. Dans certains cas, pardon, j'ai vu qu'ils posaient des fois aussi des machines à apnée du sommeil. Moi, ils me l'ont pas demandé, sachant que j'en fais pas, donc bon, j'y suis pas passée, donc voilà. Donc une fois que le pneumologue a validé, je suis allée voir le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue, j'y suis allée en fait le voir, c'était plus en fait pour qu'il me programme une gastroscopie qu'autre chose en fait. Il m'a demandé si j'avais pas de problème d'ulcère, pas de problème de reflux, etc. J'avais aucun problème et de là on a programmé une gastroscopie la semaine qui suivait, ou 2 semaines après, je sais plus. Donc la gastroscopie, on vous met en fait, sous anesthésie générale bien sûr, un tube dans la gorge qui descend jusque dans votre estomac, qui va explorer l'estomac, voir qu'il n'y ait pas de problème de polype, d'ulcère ou autre. On va faire une biopsie pour voir qu'il n'y ait pas une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori, qui est responsable des ulcères de l'estomac, qui est responsable de certains cancers de l'estomac. Parce que si vous avez cette bactérie, il faut vous traiter avant de faire l'opération. Bon, pour moi c'était négatif. Beaucoup de gens appréhendent de la gastroscopie. Il faut savoir que ça a été très rapide, ça a duré 10 minutes. L'anesthésie c'est vraiment un flash. Vous dormez, vous vous réveillez. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est vraiment faut pas s'en faire un monde quoi. Vraiment, c'est vraiment rien du tout. Ensuite, donc bien sûr j'ai dû faire un bilan sanguin pour voir un peu le taux de cholestérol, de triglycérides, les fonctions rénales, l'hémostase, enfin là je parle un peu en termes médicaux, excusez-moi, comment mon sang se coagule, est-ce que mes reins fonctionnent bien, est-ce que mon foie fonctionne bien, donc tout allait bien. J'avais un peu les triglycérides élevés parce que avec l'obésité m'a provoqué d'avoir un foie qui est plus gros que la norme, mais autrement il n'y avait aucun problème. Je suis allée voir une endocrinologue. L'endocrinologue, elle m'a auscultée, elle m'a pesée, mesurée, elle m'a regardé les vergetures sur le ventre parce que j'ai pas mal de vergetures. Et en fait, l'endocrinologue, c'est le médecin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport aux endocrinos. Un endocrinologue, en fait, c'est un médecin qui traite toutes les maladies liées aux hormones. Que ce soit le diabète, que ce soit la thyroïde, que ce soit les problèmes de surrénal, voilà. Et en fait, on doit aller voir un endocrinologue pour s'assurer en fait que notre poids n'est pas causé par une maladie hormonale. Et en l'occurrence, la maladie de Cushing, c'est ce qu'elle a recherché en premier, parce que la maladie de Cushing, c'est une insuffisance des surrénales qui entraîne une obésité et qui se manifeste par de grosses vergetures violettes sur le ventre. Donc voilà. Elle m'a demandé le cortisol dans le bilan sanguin, qui était tout à fait normal, donc pas d'inquiétude. RAS, elle était ok pour l'intervention. Après, j'ai été allée voir un diététicien, donc qui lui a été là pour me questionner sur la façon dont je mangeais plus. Donc il m'a demandé de lui expliquer une journée type en fait de repas, comment je mange dans la journée. Donc je lui ai expliqué que moi je mangeais pas forcément entre les repas, mais je mangeais beaucoup en quantité pendant les repas et des choses pas forcément très équilibrées. J'arrivais à faire des régimes, mais bien souvent ça tenait pas le coup. Donc quand ça tenait plus le coup, je mangeais n'importe quoi. Voilà. Donc il m'a dit que c'était vraiment indiqué pour moi l'opération puisque je ne grignote pas et que les sleeves en échec sont souvent des gens qui grignotaient auparavant et qui mangent peu en quantité mais qui mangent que des bêtises, et donc forcément si on mange peu mais que du Nutella, des trucs gras, des trucs sucrés, des trucs salés, on va regrossir progressivement. Donc il n'y a pas d'intérêt à se faire opérer, autant faire un rééquilibrage et un suivi psy et voilà, une équipe pluridisciplinaire autour de soi, c'est beaucoup plus intéressant que de faire l'opération.
Donc le diète m'a dit feu vert. Ensuite, j'ai vu le cardiologue. Le cardiologue m'a fait un électrocardiogramme pour voir mon cœur et une échographie en fait du cœur pour voir s'il n'y avait pas un problème de valve, pour voir si mon cœur se contractait bien, s'il n'y avait pas d'insuffisance cardiaque. Il n'y avait aucun problème, rien du tout. J'avais une très bonne tension, il m'avait la tension aux deux bras. J'avais la tension à 13,8, donc aucun problème. Il a regardé aussi l'état de mes jambes pour voir si j'étais pas sujette à faire une phlébite. Pas du tout. Il m'a dit que j'avais pas les jambes gonflées, que j'avais pas de problème de circulation, que ça circulait bien. Donc le cardiologue m'a dit ok aussi. Ensuite, je vais en oublier, c'est sûr. Ensuite, j'ai été voir une psychiatre. Donc la psychiatre, je l'appréhendais un peu parce qu'on m'a dit, tu verras, la psychiatre elle a un gros rôle dans l'opération. Si elle décrète que tu n'es pas prête à la faire, elle va te refuser l'opération et tout. Bon, j'y suis allée un peu en me disant qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je dise pas. On aurait dit que je passais un entretien d'embauche, c'était un peu spécial comme truc. Et au final, ça s'est très très bien passé. Donc je lui ai expliqué bien sûr comme aux autres que depuis petite je fais des régimes, qu'à long terme ça marche, mais je reprends du poids. Et donc, bon, j'ai raconté mon enfance, il y a des choses dans l'enfance qui se sont passées qui font que ça m'a donné des crises d'hyperphagie en fait. Les gens qui font de l'hyperphagie comme moi, c'est pour combler un vide, remplir un manque. Bon, voilà. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et en fait, ce qui m'a avantagé, entre guillemets, c'est que je suis infirmière et que j'ai vraiment conscience de l'importance de l'opération. Non pas que les gens qui ne sont pas infirmiers n'ont pas conscience, mais elle l'a marqué. Au vu de son métier, elle est vraiment consciente des risques qu'elle encourt par rapport à l'intervention. Donc, je la sens prête à se faire opérer, quoi. Voilà pour la psychiatre. Et ensuite... Et puis c'est tout, voilà. C'était tous les intervenants que j'ai vus, c'était tout cela. Donc, une fois que j'ai eu mon dossier complet validé par tous ces petits médecins paramédicaux, je suis retournée voir mon chirurgien, je prends un second rendez-vous. Donc, il a vu que tout le monde était OK pour que je me fasse opérer. Il m'a dit, écoute, ton dossier passe en commission, parce que bien sûr il y a une commission, en commission le 23 ou 21 janvier, je sais plus, le 23 janvier je crois. Et de là, on te dira si on est OK ou pas pour t'opérer. Donc il y a une commission qui se réunit avec une équipe pluridisciplinaire en fait, qui recontrôle le dossier, qui reprennent les résultats, qui revalide le fait qu'on peut se faire opérer ou pas, selon l'âge, selon l'expérience dans les régimes, selon plein de choses. Et bon, moi c'est passé comme une lettre à la poste, j'ai pas eu de problème, ils m'ont dit OK. Dans le même temps, j'ai fait une demande d'entente préalable avec la sécurité sociale. Donc j'ai juste rempli un dossier que j'ai amené en même temps à la sécurité sociale, j'avais peur que ça se perde en fait. Et qui me permettait d'avoir en fait l'intervention prise en charge à 200%, à 100%, quoi, ne rien avoir à avancer de l'intervention, à part les frais d'honoraires s'il y en avait. Donc mon chirurgien, une fois le second rendez-vous terminé, je lui ai demandé s'il prenait des dépassements d'honoraires, parce que ça va être un peu au petit bonheur de la chance, ça dépend de votre clinique, de votre chirurgien, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Bon, mais moi, vu que je travaille dans la clinique où je me suis fait opérer, il m'a dit je t'en fais cadeau. Donc moi j'étais royale, quoi, j'ai rien à payer du tout. Voilà, donc une fois que mon chirurgien on s'est quitté en fait, il m'a dit écoute, on n'attend pas la réunion, le staff là, on va déjà programmer une date et bon, si jamais c'est non, on annulera, si jamais c'est bon, c'est bon. Donc on a programmé le 4 février 2015. Là, je suis déjà opérée, ça y est, j'ai été opérée donc il y a 6 jours de ça. Le 4 février, pardon, oh putain, j'arrive plus à parler. Le 4 février 2015. Je suis rentrée la veille, donc le 3 février 2015. Alors, le soir, je suis rentrée, on m'a prélevé du sang pour faire un bilan sanguin, pour voir en fait, me faire une carte de groupage et des RAI, c'est les deux petits prélèvements qui servent si jamais vous avez besoin d'être transfusé, si jamais vous saignez au bloc et qu'il faut vous passer du sang, il vous faut ces deux petits bilans, donc pour sûr ils vont vous le faire. Ils m'ont fait à moi simplement la coagulation.
Ils m'ont pas regardé ni les reins, ni le foie, ni quoi que ce soit. Ils l'avaient déjà de quelques mois en arrière, donc ils l'ont pas recontrôlé. Donc voilà. Le soir, j'ai eu une prise de sang. C'est tout ce que j'ai eu comme soin. À manger, j'ai eu un bouillon. Alors autant vous dire que quand on a l'estomac comme ça et qu'on nous donne qu'un petit bouillon, la nuit était longue, j'avais trop faim, je me suis remis la faim au ventre quoi. Et on m'a dit le soir, donc après manger, on m'a amené 2 petits cachets. Donc en général, les cachets servent à vous détendre et à améliorer l'anesthésie. Là, c'était pas du tout des cachets pour se détendre, c'était des cachets pour améliorer l'anesthésie uniquement. Mais j'étais pas du tout stressée, vraiment, j'ai ressenti aucun stress. Je crois que j'ai vraiment... je me suis vraiment projetée en fait sur le futur, ce qui m'attendait, la perte de poids, le bonheur, m'habiller comme j'aime, voilà, me faire jolie, être bien dans ma peau. Donc pour moi, j'attendais que ça quoi. Donc j'ai pris mon petit cachet avec de l'eau, je me suis endormie vers 11h avec mon homme, il était avec moi. Et le lendemain matin, on m'a mené au bloc, il était 9h15. Voilà, enfin c'était prévu à 9h15. Donc le matin, on m'a réveillée à 7h. C'était un peu dur là par contre. Même pas à 7h moins le quart, c'était. 7h moins le quart, on m'a réveillée, on m'a dit tu rentres ta douche à la bétadine. Ok, douche bétadine, je mets la blouse, je me mets dans le lit bien sûr, j'attends qu'elle vienne me chercher. Et là il y en a 9h moins le quart, je dis purée vous êtes en avance quoi, pour une fois c'est cool quoi. Donc ils m'ont pris au bloc à 9h moins le quart, ils m'ont emmené dans la salle de réveil en fait. C'est une espèce de salle pré-bloc où il y a une aide-soignante qui va vous préparer au niveau du champ opératoire. En fait, elle va vous badigeonner le ventre de bétadine avant l'intervention. C'est gelé, c'est horrible. Donc, elle m'a tout badigeonné le ventre. Elle a regardé si j'étais bien épilée, s'il n'y avait pas de problème de poils, bien sûr. Elle a recontrôlé que j'avais pas de dentier, piercing, que j'étais bien à jeun, tout ça. Et une fois qu'elle m'a fait donc tout ce champ préopératoire, elle m'a amenée dans une salle, la salle de bloc en fait, où j'ai retrouvé l'anesthésiste et une amie à moi qui y travaille, donc j'étais trop contente quoi. Donc ma copine elle me tenait la main et l'anesthésiste pendant ce temps il me mettait un cathéter, d'ailleurs j'ai encore la marque là, voilà. Il m'a piqué à 2 reprises, là j'ai un beau bleu comme vous voyez, je sais pas si vous le verrez à la caméra mais il n'a pas réussi et à la main ça a été nickel. Mais bon, quand on est obèse, les veines sont enfouies en dessous, donc c'est un peu compliqué. Donc il m'a posé un cathéter, il m'a mis un garde-veine, donc du sérum salé quoi. Et ensuite, il a commencé à me faire respirer dans un masque pour vraiment remplir mes poumons d'oxygène. Parce que quand il vous endort, bien sûr, vous vous endormez, tout se relâche et tout s'arrête. Enfin, par le cœur bien sûr, mais vous ne respirez plus en fait. Donc on fait le plein d'oxygène pour que vos poumons ne manquent pas d'air, d'oxygène entre guillemets, pendant le laps de temps où vous n'êtes pas intubé. Donc il a commencé à m'injecter un produit, c'était de la morphine je pense. J'ai senti de la chaleur dans ma nuque, dans mes jambes, je me sentais bien détendue, je me sentais trop bien quoi. Je pense que c'était de la morphine. Ensuite il m'a injecté un produit qui m'a fait tourner la tête, je voyais tout tourner à fond comme si j'étais un peu saoule quoi. Et là j'ai dit bon écoutez je ferme les yeux parce que je me sens pas bien, enfin je me sens pas bien, je me sens tourner quoi, donc je ferme les yeux. J'ai fermé les yeux, il m'a mis un 3e produit et là j'entendais parler autour de moi, je dormais mais j'entendais ce qui se passait autour de moi, c'était trop bizarre, j'ai dit putain je vais pas m'endormir quoi, c'est horrible. Et après boum c'est tombé, je suis tombée comme une... vous m'avez compris. Donc je suppose dans ma tête, parce que j'ai pas vu ça le reste, après je suppose qu'après il a dû m'intuber, donc ils vous mettent un tube dans la bouche pour vous faire respirer artificiellement puisque vous ne respirez plus à cause de l'anesthésie. Et de là en fait ils font 5 petites incisions en fait dans le ventre, c'est vraiment des incisions qui sont minimes. Et en fait ils rentrent 2 pinces, une caméra, un truc pour lever le foie, enfin je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est comme instrument qui rentre, mais il rentre 5 choses. Voilà, dont la caméra, les pinces, la graffeuse et je sais plus quoi. Donc moi je n'ai rien vu passer, j'ai ouvert les veines, j'ai senti, en fait en salle de réveil j'ai senti comme si on m'avait arraché un poumon quoi. J'ai senti qu'il y avait un truc qui vraiment sortait de ma bouche comme si on m'avait arraché les poumons vraiment hein. Mais je dormais donc j'étais un peu entre deux trucs. J'ai un souvenir très vague de l'extubation, vraiment très très vague. Mais ce que je me souviens c'est que j'avais comme des spasmes un peu de respiration. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était un peu angoissant quand même. Et quand je commençais à retrouver surface, quoi, je
j'arrivais pas à ouvrir les yeux, c'était trop chiant. Parce que je voulais leur dire, eh oh, je suis là, eh oh, je suis réveillée. Mais c'était plus fort que moi, j'avais besoin de refermer les yeux, de me rendormir, quoi. Donc voilà, je me suis réveillée avec un masque à oxygène toujours, parce que bon, le temps que vous repreniez un peu vos esprits, voilà, ils vous mettent un peu d'oxygène, mais c'est pas très long. Et en fait, quand j'ai commencé à me réveiller, alors j'ouvrais les yeux, je refermais, et plus ça allait, et plus j'arrivais à garder les yeux ouverts longtemps. Donc je me suis réveillée, l'infirmier me dit t'as mal, parce que bon, je les connaissais, je travaillais dans la clinique, donc il me dit t'as mal. Je lui dis non, franchement, c'est gérable. Morphine. J'ai mis le malade celui-là, quoi. Bon, ok. Bah, du coup, j'ai ressenti la chaleur dans ma nuque, dans mes jambes et tout. J'étais bien, hein, très bien, quoi. Donc, bon, morphine, très bien. Je me sentais super bien, j'avais pas mal, pas envie de vomir, rien. Nickel, je me sentais en forme et tout. On me ramène dans ma chambre, je me sentais super bien et tout. Je me sentais trop bien en forme. Mon homme, il était ébahi, quoi. Il m'a dit, mais ça va et tout. Et bah oui, je suis nickel chrome, je suis trop bien. Je suis remontée à 12h30, voilà. Je suis partie à 9h moins le quart, je suis remontée à 12h30 pour le laps de temps. Et bon, ben, je me sentais bien, très bien. L'après-midi se passe, tout va bien. Et là, je dis à mon homme qui est à côté de moi, passe-moi le haricot qui est à côté là, je me sens pas très très bien, quoi. Et là, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez un estomac qui vient d'être agrafé, vomir, ça fait très très mal et c'est très désagréable. Et pour couronner le tout, on n'a rien à vomir. Donc on vomit que des glaires, que de la salive en fait. Et ça a duré de 4h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin. Donc j'étais fatiguée, j'étais énervée, j'étais épuisée. J'ai regretté la chirurgie, j'avais mal. J'ai dit si je continue à vomir, je vais me péter les agrafes à l'intérieur. Enfin, j'ai passé la première nuit d'horreur. Je me suis dit pourquoi j'ai fait cette connerie de me faire enlever l'estomac. Je suis une folle, quoi. J'aurais jamais dû le faire, c'est juste abominable. Et au final, bon, la nuit s'est passée tant bien que mal. À 5h du matin, elle m'a mis quelque chose pour me calmer, enfin, pour me calmer la douleur. Et du coup, ça a agi un petit peu sur les vomissements aussi, bizarrement. Et j'ai réussi à dormir un petit peu. Le problème qu'il y a, c'est qu'à 7h, bonjour, on me prend l'attention. Allez, recommence. Donc du coup, tu te reposes pas vraiment quand t'es à la clinique parce qu'il y a des passages tout le temps. Et bon, je sais ce que c'est, j'y travaille. Hein, on fait pas exprès, on est obligé de faire ça, mais il y a du bruit, il y a du passage tout le temps, donc c'est pas du tout reposant comme environnement. Le deuxième soir, ça a été, j'étais un peu gênée par les gaz de la Célio, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on vous injecte donc 5 pinces dans l'abdomen pour travailler dedans, mais on insuffle de l'air pour gonfler la cage thoracique et pour qu'en fait, il y ait de la place pour travailler le chirurgien et tout ça. Et en fait, ce qui est un peu douloureux souvent après cette opération, c'est les gaz qui s'évacuent, et ils s'évacuent dans les épaules et dans le bassin. Pour ma part, en tout cas, ça a été ça. Donc j'ai eu des douleurs dans les épaules, j'ai eu des douleurs aussi au niveau de la poitrine, là. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque à un moment donné, je dis oula, c'est bizarre ça. Et en fait, le Doliprane, enfin le Perfalgan, donc qui est l'équivalent du Doliprane mais en perfusion, ça me soulageait vraiment beaucoup. Donc ça a été vraiment beaucoup plus gérable que les nausées, parce que les nausées, même les produits anti-nausées ne marchaient pas sur moi, quoi. Donc je pense que j'ai fait une intolérance soit à la morphine soit à l'anesthésie, mais ça a été catastrophique, quoi. Donc voilà, le lendemain on m'a fait passer donc un TOGD, transit œsogastro-duodénum, donc transit de l'œsophage, de l'estomac et de l'intestin, pour voir en fait s'il n'y a pas de fuite et de fistule. C'est le risque principal dans une sleeve. Donc on boit un produit qui soi-disant n'est pas si bon que ça. Moi j'ai pas trouvé que ce soit abominable. Ça a un petit goût de suze, je sais pas si vous avez déjà goûté la suze, c'est pas très bon, c'est un peu amer, mais ça passe. Moi c'est passé tranquille et mille, quoi. Donc pas de fuite pour moi, donc j'étais soulagée parce que je me suis dit avec tout ce que j'ai vomi hier, tu peux être sûre que je me suis pété l'estomac, quoi. Donc pas de fuite. Et là on m'a amené à manger. On m'a amené un bouillon avec un dessert. J'ai mangé 2 cuillères à café, 2 yaourts et 1 cuillère à soupe de bouillon, mais sans plus, quoi. Et le soir on m'a amené carrément un repas entier. Je me disais, vous allez pas bien ou quoi? Donc là j'ai mangé 2 cuillères et basta, quoi. Enfin, voilà. Et je suis restée jusqu'à samedi. Samedi matin, vers 10h, 10h30, j'ai pu sortir. Le chirurgien a tout préparé. Il avait dit que c'était pas de problème, je pouvais sortir. Donc je suis sortie chez moi. Je mange pas de mixé. Donc
ça peut faire des fois peut-être interloquer certains, mais dans ma clinique, ils déconseillent le mixé pour la bonne et simple raison que le mixé, on a tendance du coup à pouvoir ingurgiter plus de choses plus rapidement, puisque l'estomac n'a plus son rôle en fait de digestion et tout ça, donc du coup eux ils sont pour l'alimentation normale avec des aliments déconseillés bien sûr, mais la mastication est très importante et le temps de repas est très important, il faut prendre son temps en fait, voilà. Donc depuis samedi, là on est mardi maintenant, depuis samedi je vous ai pris mes assiettes. Donc avant je mangeais une assiette comme ça, voilà, vous me cachez derrière, hein, pleine, pleine quoi, je veux dire, voilà, je mangeais tout ça. Tout ça bien plein, bien généreux, bien... Et depuis samedi je mange l'équivalent de ça. Et ça à moitié rempli, hein, simplement. Par repas, hein, je parle, voilà. Donc voilà, le matin je mange une biscotte qui passe très très bien, bien mâchée, avec un petit jus de pomme parce que j'aime bien le matin avoir un truc frais. Le jus d'orange c'est déconseillé parce que c'est trop acide. Et le midi je mange l'équivalent de la moitié de ce petit ramequin. Si jamais dans l'après-midi j'en ai l'envie ou pas, je prends une collation. Donc là tout à l'heure j'ai pris... non, c'était hier. J'ai pris une pomme au four, mais j'ai mangé 2 cuillères, 3 cuillères à café. Hein. Mais ça me fait, du coup, ça me fait des économies, ça me fait sur plusieurs jours, quoi. Et ce soir, j'aurai mangé un bol comme ça. Sachant qu'il faut jamais boire en même temps qu'on mange. Parce que si vous remplissez votre estomac d'eau, il n'y a plus de place pour manger. Et donc, du coup, on se malnutrit. Donc, il faut patienter une demi-heure après le repas pour boire. Il faut, excusez-moi, j'ai un spasme, ça y est, c'est passé. Il faut, bien mastiquer ça, je vous l'ai dit, et il faut prendre le dessert 1 heure après le repas, pour être bien sûr de pouvoir l'ingurgiter tranquillement, voilà. Donc, moi jusqu'à présent, les yaourts, ça passe nickel, il n'y a pas de problème, tout est bien passé, à part peut-être le bœuf. J'avais pris un steak haché. Je me suis dit c'est haché donc ça va bien passer. Le bœuf c'est une viande qui est trop tendre, qui a du mal à passer, donc pour l'instant je fais abstraction du bœuf. Je mange du jambon, je mange du blanc de poulet, voilà. Donc bien sûr je finirai cette vidéo parce que là ça commence à faire un peu long par dire que c'est pas une solution miracle, que à côté je fais attention à ce que je mange quand même. Je mange pas de Nutella, je mange pas de chocolat, je mange pas de gâteau. Voilà, vous avez vu, je mange des biscottes avec un petit peu de beurre, je mange du blanc de poulet, des légumes.